Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Lourd du symbole colonial, il était prévu que le franc CFA soit remplacé par l'éco. Mais ce changement de monnaie va-t-il réellement mettre fin à la domination monétaire et coloniale de la France sur ses anciennes colonies africaines? L'éco peut-il réellement remplacer le franc CFA? À quand véritablement la fin de la servitude monétaire en Afrique? Suivons maintenant la réponse à ces interrogations par l'écrivain Henri Toucam. Suivons. De la CEDEAO, je vous dis bonsoir et bienvenue. Alors, a priori, il faudrait peut-être faire un rappel des faits et donc de préciser clairement qu'à l'origine, l'éco devait être la monnaie de l'ensemble des États de la CEDEAO. C'est un projet qui était en gestation, certes depuis plusieurs décennies, mais qui visait quand même à terme à doter l'ensemble de ces États-là d'une monnaie unique. Et on a eu bien sûr le président Ouattara et entre guillemets ses homologues d'Afrique de l'Ouest qui ont court-circuité rapidement le système pour en faire déjà la monnaie des États de l'UEMOA avec des conditions malheureusement qui sont exclus par les États de la CEDEAO. Et vous interrogez justement autour du danger finalement que représente cet éco vis-à-vis du projet donc de cette monnaie sous-régionale des États de l'Afrique de l'Ouest. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur et bonsoir aux téléspectateurs. Comme l'on l'a toujours dit, la monnaie est au cœur de l'économie et de la vie politique de tous les États. Et tout récemment, il avait été question de reformer le CFA, le franc CFA, qui, ma foi, pose un certain nombre de problèmes de dignité, un certain nombre de problèmes d'autonomie, d'autodétermination. Et les Français ont estimé qu'on pouvait changer juste le nom. On mettait éco et puis on essayait d'aménager un peu, c'est-à-dire en disant que les Français ne vont plus siéger lors des commissions des banques centrales de ces États, de la zone franc. Mais ils sont allés très vite en besogne avec pour complicité M. Ouattara, dont le but même pour lequel on l'a installé au pouvoir en Côte d'Ivoire, parce qu'on l'a pratiquement installé. Il vous souvient que c'est lorsque l'ancien président a voulu introduire la nouvelle monnaie ivoirienne, que son palais a été assiégé. Barbeau, s'il n'avait pas pris la peine de mettre en circulation, de déclarer qu'il va mettre en circulation une monnaie, les Français ne le renversaient pas. Donc c'est pour vous dire que c'est une chose des rouages que la France, un cordon ombilical que la France maintient, tout simplement pour nous asservir, pour nous assujettir et nous amener, n'est-ce pas, à croire que nous avons une monnaie et que c'est elle qui garantit, parce que ce serait vraiment très très incroyable d'aller jusqu'à penser que un État ou une monnaie peut garantir une autre. Alors, ma foi, ils ont dit il faut changer le nom, qui ne s'appelle plus le CFA, mais il faut parler plutôt de l'éco. Et la France a donc préparé un test qu'elle a même soumis à son assemblée, mais les députés communistes de cette assemblée ont sérieusement épilogué dessus et ont attiré notre attention sur les dangers non seulement de la pratique monétaire antérieure, les comptes d'affectation, etc., les réserves obligatoires au ministère des Finances, qui devenait, c'est pas moi, l'organe décisionnel du fonctionnement monétaire dans la zone franc. Alors, ils ont dit, il faut qu'on change l'appellation et qu'on dénomme la nouvelle monnaie éco. Et c'est cette monnaie donc qui va, n'est-ce pas, servir dans la zone de l'UEMOA. Mais il y a eu une difficulté, c'est quoi? C'est que il fallait maintenant associer les pays dits anglo-saxons, c'est-à-dire le Nigeria, le Ghana, qui ils ont une autre vision, n'est-ce pas, de la chose monétaire. Ils disaient, mais
comment est-ce que j'ai une monnaie, je bats monnaie et je vais entrer dans un système où je serai assujetti. Et c'est là où tout le hit est arrivé et le projet, bien que la France ait déjà ratifié, c'est-à-dire a déjà adopté son test, ne pouvait pas évoluer parce que les tenants de l'économie ouest-africaine, tels que le Nigeria ou le Ghana, n'ont pas voulu s'associer à la création de cette monnaie. Comme introduction, voilà tout ce que je peux vous dire pour le moment. Alors, est-ce que le but, finalement, n'était pas uniquement le sabotage, justement, de cette monnaie unique de la CEDEAO et même peut-être provoquer au passage une dislocation même de la CEDEAO, parce qu'on a vu quand même une confrontation assez violente entre le président Buhari et le président Alassane Ouattara, même si cela s'est fait de façon diplomatique. Oui. Mais on s'est rendu compte que le Nigeria n'acceptera jamais, avec les pays alliés au sein de la CEDEAO, n'accepteront jamais une monnaie, par exemple, avec une garantie qui est française, donc qui viendrait ici forcément avec une influence française sur un outil qui est un outil également de création de richesse en parlant de la monnaie, et donc qui pourrait ralentir le secteur de la transformation au Nigeria, les investissements dans le secteur de la transformation au Nigeria, et favoriser et doper la compétitivité au passage des produits fabriqués en France et envoyés justement en Afrique de l'Ouest. Franchement, s'il faut bien s'y pencher, l'on constate que autour du CFA, tel qu'il s'était conçu à l'époque, l'ensemble de tous les deux groupes, c'est-à-dire l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, ça dit qu'on les a installés à côté du CEDI ghanéen et du NARA nigérien. Alors c'était une technique donc pour la France, pour pouvoir, je ne sais pas moi, rentrer, amener, parce que c'est un projet que la France prépare depuis, et de dire, le pétrole camerounais, il est bon pour l'industrie, on ne peut pas le transformer. Vous, Nigérians, livrez le pétrole au Cameroun, on va vous payer, vous avez besoin de CFA pour payer sur le marché international. Puisque en fait, le NARA ne s'échange pas sur la place internationale. Donc, le NARA a besoin de ce CFA-là pour pouvoir commercer. Et aussi de son incroyable stabilité, les commerçants nigériens d'ailleurs qui privilégient ce franc CFA quand ils doivent faire des voyages d'affaires, parce que la valeur reste incroyablement stable, contrairement au Naira qui, dans une parité flottante, avec le dollar, voilà, fluctue constamment. C'est les caractéristiques propres à une monnaie, la fluctuation. Quand une monnaie n'est pas fluctuante, flottante, elle n'est pas une monnaie. Ça, je peux vous fouiller dans tous les dictionnaires économiques. Vous allez constater que la stabilité, soi-disant, entre guillemets, du CFA est une aberration. C'est tout simplement pour dire aux gens, vous avez une certaine garantie, ou alors votre monnaie ne fluctue pas beaucoup. Alors, mais c'est faux. Vous avez de quoi consommer tous les jours parce que la valeur ne change pas. Et ne produisez surtout rien parce que vous avez pratiquement un billet de banque, un billet de CFA qui se présente presque comme un chèque. C'est-à-dire que la valeur ne va pas changer. Oh mais non, c'est faux. Lorsque vous importez par exemple des marchandises de la Chine ou de l'Afrique du Sud, ça se libelle en dollars. Ça veut donc dire que le CFA, s'il reste stable, le dollar, lui, en fluctuant, qu'est-ce qui va se passer? Le gars qui va commander sa marchandise en Chine, en dollars, par exemple, il va commander, je prends un exemple bête, en disant, il commande la marchandise à 100 francs CFA. Mais libellé en dollars, ça vous donne peut-être $1. Mais lorsque lorsque la marchandise arrive au Cameroun, au cours du jour, le dollar peut avoir augmenté. En ce moment-là, il ne paiera pas les droits de douane, par exemple, à 100 francs. Non, ces droits de douane seront 100 francs plus le coût du dollar du jour. Alors, à quoi ça a donc servi d'avoir le CFA? Ça ne me sert à rien, du tout pas. Ça ne me sert à rien. Je vous prends un exemple qui est simple. Ça dit que ça, c'est le b.a.-ba de l'importation ou de l'économie. Vous allez à la douane, vous vous rendez compte, quand vous avez libellé une facture en tel montant,
Si vous arrivez au moment de dédouaner et que le dollar a fluctué, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Vous supportez le supplément. Vous êtes obligé, le commerçant prend sur lui, ça dit que ça rentre maintenant dans le coût. Et le CFA s'est stabilisé dans quel but? C'est-à-dire que la France a voulu tout simplement que lorsque vous venez, lorsqu'il faut venir acheter, par exemple, les matières premières, on ne se casse pas, hein. On fabrique les billets, on vient, on prend votre café, votre cacao, et on s'en va. On va les vendre. Quand on va les vendre maintenant, on ne les vend pas. Ce n'est pas vous qui les vendez, puisque c'est eux qui les vendent. Il y a donc ce que nous appelons les comptes d'opération. C'est quoi? Si je suis en train de vouloir, si je vends mon cacao, par exemple, à 400 millions de dollars, la France l'encaisse comme 400 millions de dollars, par exemple. Mais si j'achète les voitures et autres, la France décaisse encore les mêmes 400 milliards dans mon compte d'opération. Ce qui fait que la différence va être ce que je vais apporter pour compléter. Alors finalement, elle me garantit quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle gagne de l'argent sans dépenser un centime. Elle gagne de l'argent. Bien que dans les fluctuations, dans les gymnastiques du CFA. Et d'ailleurs, dans les exposés devant les parlementaires français, la France, enfin, les gouvernants ont bien précisé que la garantie en réalité n'en était pas une, parce que la France n'avait pas grand-chose, que c'était une garantie qui était essentiellement contractuelle, et que c'est davantage des textes qu'un fonds de garantie qui serait créé quelque part. Moi, j'ai l'impression que vous avez peur d'un mot, hein. C'est des garanties fictives, tout simplement. Elle est vraiment fictive. Si la France accepte de garantir notre monnaie, c'est parce qu'elle sait qu'elle ne garantit rien du tout. Alors, M. Takam, ça nous ramène toujours à la question de fond. Est-ce que la France, à un moment donné, a pensé qu'un pays comme le Nigeria ne se rendrait pas compte de la supercherie? Ou alors le but ici était de créer une sorte de zizanie au sein de la CEDEAO, qui aujourd'hui est la 20e puissance économique au monde, avec une libre circulation qui est une référence sur le continent. Est-ce que le but ici n'était pas plutôt de fragiliser cette organisation sous-régionale et de créer, pourquoi pas, une rupture avec les États de l'UEMOA afin qu'elle puisse elle-même renforcer son contrôle sur ces États UEMOA qui utilisent le franc CFA et qui sont des ex-colonies françaises? L'histoire par rapport à la France, l'histoire se répète toujours. Elle sort par une porte et revient par une autre. Si nous considérons par exemple les indépendances, quand la France nous a donné l'indépendance, en journée, par exemple le 1er janvier, le lendemain nous avons signé la convention pour appartenir à la communauté française. Ça veut dire qu'on n'était pas indépendant. On ne l'a jamais été. Ce n'est pas aujourd'hui que ce n'est pas un secret, on ne l'a jamais été, on n'a jamais été indépendant. De par ces conventions, qu'est-ce qu'il y a dans ces conventions? On ne peut pas mettre ça à notre disposition. Qu'on nous donne ces conventions, qu'on les lise, qu'on voit à quel point nous sommes engagés. Qu'est-ce qui fait problème là-dedans? Il n'y a pas d'historien en Afrique qui puisse mettre sur par exemple sur je sais pas moi, dans les bibliothèques, cette convention pour que nous comprenions de quoi il est question. Quelle est cette convention qu'on a signée en 60 qui devient le tabou sacré? On n'y touche pas. Ça c'est d'un. De deux, lorsque vous considérez les choses, la France a le plus investi au Nigeria qu'ici, au Cameroun ou dans les zones de le franc. Peut-être parce que... Alors, donc on conclut que c'est parce que la France était contrainte de le faire, parce qu'au Nigeria, elle n'a pas une mainmise, elle n'a pas une assise politique ou une mainmise politique qui lui permette, par exemple, de prendre le contrôle d'une infrastructure portuaire sans toutefois y avoir investi, comme on le voit par exemple dans les pays... Mais naturellement, il y a l'aide de ses intérêts. Cela y allait de ses intérêts. Parce qu'elle avait besoin de ce Nigeria à côté, ou du Ghana à côté de l'autre zone, pour pouvoir, en fait, je ne sais pas moi, rééquilibrer la masse monétaire, la masse du CFA. Où le Nigeria a besoin de ce CFA-là pour pouvoir fonctionner, se convertir. Mais vous ne pouvez ni convertir le CFA par l'euro, qui est censé la garantir, ou par le franc français hier qui était censé la garantir. Vous ne pouvez pas la convertir. Si on vous attrape en France avec un lot de CFA, le trésor français l'encaisse comme étant une amende. Ça devient une amende. Pourtant, l'euro se change en bordure de Russie. Mais essayez d'aller donc comprendre quelque chose à tout ça. Donc je vous dis tout simplement que c'est
c'est des opérations qui profitent à la France, tout simplement. Alors la France donc qui s'est organisée pour pouvoir avoir une mainmise sur les économies donc des États francophones et qui parfois utilisent en pivot un certain nombre d'économies autour des États francophones, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, naturellement. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire tout simplement que le jeu est tellement bien huilé, bien organisé, tel que tout le monde les gens ne vont y voir que du noir. Hein. Parce qu'il faut maintenant, il fallait que des gens comme les Tunians la sonnette d'alarme, que d'autres chercheurs à la suite d'un Tunisian continuent, n'est-ce pas, à fouiner, n'est-ce pas, dans la poubelle du CFA. C'est de ça qu'il est question. Donc, pour dire quoi? Pour dire tout simplement que c'est un lien très fort. Parce que celui qui détient votre monnaie détient toutes les décisions politiques que vous pouvez prendre. Si vous prenez par exemple, je prends un exemple qui est simple. Quand la Guinée décide de dire non à De Gaulle, quand Sékou Touré décide de dire non à De Gaulle, qu'est-ce qui se passe? On fait tout pour vider les caisses de la BCEAO qu'on a créée. Pour dire mais non, il ne va pas avoir de l'argent. Et plus tard maintenant, pour détruire l'économie guinéenne, c'est la France qui fabrique maintenant les faux billets francs guinéens pour venir déstabiliser l'économie de la Guinée. Et plus tard, organiser un coup d'État, dès que c'est arrivé, bon, on installe celui qui peut le mieux coopérer. Et c'est comme ça qu'ils reviennent tranquillement avec le CFA. Alors l'interrogation est rappelée que vous serez l'invité du débat panafricain du dimanche, oui. De ce dimanche. Oui. Et l'interrogation principale sera à quand justement la fin de cette servitude qui finalement est volontaire? À quand la fin de cette servitude? Parce que pour les États de l'UMOA, on ne les voit pas en train de sortir de cette servitude. La preuve en est que le texte évolue au niveau des parlementaires français. Avant écho égale écho, cela a été démontré longuement sur les plateaux d'Afrique Média. Parce que certes, la France dit qu'elle n'est plus dans la décision, mais en tant que garant de cette monnaie, elle aura forcément d'autres moyens pour pouvoir influencer et donc toujours décider, même sans être présente. Donc avant égale après. Et donc du coup, l'interrogation est comment est-ce qu'on sort justement de cette servitude volontaire? Moi, j'ai mené une étude dernièrement pour dire que ça ne peut pas être un cercle infernal. Nous sommes en train, ça ne peut pas être non plus éternel. Parce que quoi? Parce que les choses évoluent. Et plus ça évolue, et plus aujourd'hui on va à l'école. Et quand les gens vont à l'école, ils cherchent à comprendre. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que la France peut déclarer un éminent constitutionnaliste comme José Aouna et de continuer à croire qu'on ne va rien comprendre à la Constitution. Mais c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas. Au moment où vous dites que c'est eux qui leur donnent, c'est généralement en France qu'ils vont même obtenir leur diplôme. Mais après que la France leur dise que mais vos diplômes là, c'était juste pour passer le diplôme, mais sur le terrain, voilà, c'est autre chose. Donc je reviendrai tout simplement en disant que nos gouvernants ont échoué. Nos intellectuels ont échoué. Parce que les premiers fossoyeurs de l'Afrique, c'est nos intellectuels. Nous avons échoué complètement. Ce qui nous reste à faire là maintenant, c'est d'éduquer tous les peuples, de les émanciper et de faire comprendre si c'est un seul pays, comme disait un étudiant, le fait d'être seul, c'est un problème. Mais comment faut-il faire pour être regroupé? Alors, moi personnellement, j'ai conseillé qu'on utilise, je conseille qu'on utilise le cadre de l'UA, de l'Union africaine, par exemple, qui peut, dans un élan, n'est-ce pas, de dignité, créer ce que nous appelons un parlement africain. Qui existe déjà. Non, ce parlement africain ne fonctionne pas comme il devait fonctionner. Ce parlement africain devait avoir des élections propres, qui partent de la base, qui ne soient pas une certaine représentativité où on prend quelques parlementaires déjà acquis au système et qu'on envoie se réunir, se balader,
contribuables africains et de revenir et de croire et de nous narguer même à la limite. Et européens aussi. Bien sûr, c'est une honte qu'au jour d'aujourd'hui, que lui a continué à recevoir les prébendes, des subsides de l'Europe. C'est pas croyable. Pourquoi nous ne pouvons pas rendre l'UA assez libre de ce mouvement? Le Parlement européen, le Parlement africain, pardon, autant pour moi, il faut forcément qu'il y ait des élections propres pour ce Parlement. Qui ne soit pas la forme actuelle qui est un théâtre. Et le Parlement africain devait siéger 9 mois sur 12. Ce ne serait pas une rencontre je sais pas moi, de snobisme, une rencontre où les gens vont montrer la couleur de leur veste et puis de revenir. Non, ce serait des gars qui ont sérieusement un certain nombre de pouvoirs. Et pour donc créer, et pour donc y arriver, il y a une nécessité de faire une intégration africaine dans sa généralité et de créer maintenant une monnaie unique africaine. Une monnaie unique africaine. Puisque ça ne sert à rien que nous ayons pour plus de 50 États, que nous ayons tout un pléthore que nous ayons au moins une quarantaine de monnaies qui circulent sur le continent. Ça ne permet pas, n'est-ce pas, les échanges même entre nous, entre les pays. Et voilà, et nous poursuivons et en rappelant que c'est une mise en bouche du grand débat panafricain, ouais. Première partie qui sera donc consacrée autour de comment, qui s'attellera à montrer comment est-ce qu'on peut sortir de cette servitude volontaire aujourd'hui. Voilà, on va bientôt sortir de cet entretien voilà, tout en espérant que le débat dimanche sera bien sûr nous permettra d'avoir de véritables pistes de solutions qui permettent à nos dirigeants de comprendre comment justement aboutir finalement à la rupture des chaînes de cette servitude volontaire. Bon, je remercie déjà Afrique Média de m'avoir donné l'occasion de parler de mes recherches, mes réflexions. Et il me semble, de par ma position d'écrivain, de constater que les gens de ma génération ont fortement échoué. Que nous avons, c'est nous qui avons entretenu la facilité, la corruption, les détournements, etc., etc. Comme disait une dame là-bas tout à l'heure à l'entrée. Oui. Franchement, c'est nous qui avons fait cela. Ceux qui sont venus avant nous avaient au moins le prétexte selon lequel ils couraient après l'indépendance. Bon, au fond, nous avons noyé cette indépendance, elle n'existe plus. Et au jour d'aujourd'hui, on s'est habitué, n'est-ce pas, à la corruption, aux arrangements, où on parle de plus je sais pas moi, du monde les gens acceptent difficilement leur opposition, on ne crée pas une opposition réelle, non, on fait tout pour saboter cette opposition. Comment quelqu'un peut diriger d'une manière normale sans opposition? Parce qu'il faut l'opposition pour lui montrer un autre aspect. Vous ne pouvez pas avoir la science infuse dans les investissements. Or, il y a certaines personnes qui, du côté de l'opposition, sont spécialistes des investissements. Peuvent vous dire, mais écoutez, avec peu, on peut faire beaucoup. Alors que si c'est, je ne sais pas moi, unilatéral, c'est le parti au pouvoir qui va continuer à engraisser ces gens, à continuer à corrompre des personnes, continuer à dire aux gens, taisez-vous et mangez, et moi je vous accorde tout ce que vous voulez, alors vous devez vous taire, parce que je prends seule la responsabilité. Parce que c'est ça le véritable problème, parce que c'est arriver à faire d'une personne qui est chef de l'État, n'est-ce pas, qu'il soit le seul à porter la responsabilité d'une nation. Le seul. C'est-à-dire qu'il dit, moi je prends sur moi, des décisions, je dois les prendre, je dois les assumer. Donc il m'appartient de les mener comme j'entends. Et ce n'est pas, on ne peut pas donc avoir des institutions fortes. On a plutôt des personnes, qui sont les tenants, ou je ne sais pas moi quoi, d'un pouvoir. Et c'est malheureusement
trop fragiles. Et c'est quand on les menace de l'extérieur maintenant qu'ils reconnaissent le peuple, qu'ils reconnaissent la valeur du peuple, les peuples qu'ils ont méprisé hier, sur qui ils ont tiré, etc., parce que tel marché pour revendiquer, je ne sais pas moi. Vous comprenez un peu? Donc, pour dire vrai, il y a une autre Afrique qui doit naître. Qu'on le veuille ou pas, c'est une question je sais pas moi, de transformation de génération en génération. Et il y a une nouvelle génération qui devra naître pour reconduire, pour redéfinir, n'est-ce pas, la voie de l'Afrique. Et les jeunes qui viennent aujourd'hui, leur responsabilité est énorme. Vous êtes condamnés à reconquérir chaque territoire de notre continent, de reconquérir l'indépendance de notre continent, parce que nous ne l'avons pas. On n'est pas indépendant, on n'est pas autonome, on ne peut pas s'auto-déterminer. Merci beaucoup à vous, Henri Toukam. Rappelez que vous êtes écrivain. Vous serez au débat panafricain avec les conclusions de vos recherches sur comment sortir justement de cette servitude volontaire en parlant du franc CFA. Bon, merci beaucoup, merci de m'avoir invité et merci aux téléspectateurs qui m'ont suivi. Merci une fois de plus. Merci également au vice-président Pierre Manganga Moussavou. Merci à Laurence Don depuis Paris. Merci aux téléspectateurs nombreux. Cette édition spéciale qui finalement a été un marathon d'entretien arrive à son terme et voilà, nous vous souhaitons simplement une excellente soirée. Restez à l'écoute des programmes de la télévision panafricaine qui se suivent. Créé officiellement le 26 décembre 1945 par la France du général de Gaulle, le franc CFA, ou franc des colonies françaises d'Afrique, est la dernière monnaie coloniale ayant encore cours jusqu'aujourd'hui. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.